Michel Bussy, bonjour. Bonjour. Livre en live numéro 15, donc une initiative de Citre et Le Furet du Nord pour continuer un petit peu à garder le lien entre les lecteurs et les auteurs. Alors, Michel Bussy, je ne sais pas si on vous présente encore, hein. En littérature Oh, policière, en roman, je crois que vous êtes un des auteurs, pardon, excusez-moi, les plus lus en France. Je crois que vous êtes le deuxième plus lu en France. hum, Vous avez commis 12 romans en 10 ans, je crois, quelque chose comme hum, ça. Mais là, on ne vous reçoit pas aujourd'hui pour ce 15e épisode de Livre en Live pour la littérature vieillesse, mais pour la littérature jeunesse. Et puis là aussi, vous avez grandi en quelque sorte, puisque vous nous avez proposé déjà en jeunesse des contes et puis un petit album. Et là, vous passez au niveau supérieur, en fait, vous nous proposez une histoire qui met en scène deux bandes, on va dire, rivales, entre guillemets, de gamins de 12 ans et quelques. On va les voir grandir sur une petite année. On les rencontre dans le futur et ils vont vivre en quelque sorte, comme nous aujourd'hui peut-être, une espèce de compte à rebours, hein, puisqu'ils sont une espèce de, je sais pas comment dire, d'humanité spontanée, je sais pas comment on peut les appeler. Et puis ils ont, dès leur naissance, ils ont grandi presque seuls, sans parents, sans adultes, et ils arrivent à l'âge de leurs 12 ans et demi et à nouveau une menace invisible, euh, peut-être liée à l'environnement, menace à nouveau leur existence. Euh, alors, j'ai peut-être été un peu trop bavard, mais comment non. vous présentez ce roman, Michel Bussy, Néo chez Pocket? Alors, Néo, donc, ça sera une saga a priori en 4 tomes. Ce tome 1, donc, ça s'appelle la chute du soleil de fer. Et oui, comme vous l'avez dit, on est, alors je peux dévoiler puisque la couverture le dévoile, on est dans Paris, hein, même si dans le roman on ne le sait pas tout de suite. On est dans Paris, et un Paris où les adultes ont disparu et où seuls des enfants qui ont tous 12 ans ont en charge la ville et l'organisation de la reconstruction finalement de la vie, de la société. Ça s'explique notamment parce qu'un cataclysme, je peux le dire aussi, c'est un peu au début du roman, puis ça permet Oui, d'expliquer finalement pourquoi les enfants sont seuls, puisque je ne fais pas appel à du surnaturel dans ce roman. Donc il y a eu un cataclysme qui fait que les adultes sont décédés et les seuls survivants ont été les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère et qui donc n'ont pas à respirer l'extérieur. Et donc ils ont réussi pour ceux qui ont réussi à accoucher, les enfants ont grandi avec des adultes survivants qui les ont élevés ou qui ont préparé au mieux les conditions de leur éducation, de leur survie. Et puis, évidemment, les enfants ont grandi, oubliant tout souvenir direct de ce cataclysme et de ce qui leur est arrivé les quelques premières années de leur vie. Et donc, se retrouvent à 12 ans, à la fois avec un monde à organiser, et puis des souvenirs compliqués forcément, puisqu'ils ne savent pas vraiment d'où ils viennent, pourquoi eux, etc. Et puis dans ce début, il va y avoir deux clans qui s'affrontent. Un clan qui habite au Tipi, c'est-à-dire la Tour Eiffel, et un si clan vous qui dites habite au tout, on va plus château, rien dire c'est-à-dire après, le hein. Louvre. Si- si- Et ces deux clans sont assez différents, hein, puisque ceux du château sont très bien éduqués. On voit qu'ils ont reçu un apprentissage complet avec des vidéos, des cours à suivre. Donc, ce sont de parfaits petits êtres civilisés. Et d'un autre côté, on a les enfants du Tipi qui, eux, sont plutôt des sauvages, en tout cas peuvent être considérés comme tels, puisque eux, ils se sont plutôt adaptés grâce à la chasse, à la cueillette, à la nature. Voilà. Et donc, c'est la rencontre de ces deux modes de vie qui va faire ce tome 1 de Néo. Alors, si vous le voulez bien, parce que là, vous avez déjà dit plein de choses, moi, j'aimerais bien qu'on déplie un petit peu, avant de parler des personnages et de Ouais, l'histoire, j'aimerais bien qu'on déplie un peu cette géographie. Je crois que vous avez été géographe, hein, mais ouais. effectivement, vous avez choisi un Paris abandonné en quelque sorte, et une tribu, donc vous l'avez dit un petit peu, les sauvages vivent sur ce qui reste de la Tour Eiffel, une espèce de tipi géant, et Mhm. l'autre vit dans le Louvre, en quelque sorte, ce qu'on appelle le château. Et puis, il y a deux, trois autres lieux comme ça emblématiques de Paris. Et
enfin, je sais pas, j'ai envie de vous demander pourquoi ce choix. Enfin, je crois que vous n'êtes pas parisien. Et pourquoi ce choix? Alors moi, l'ayant lu, j'ai plusieurs questions à vous poser sur ces différents lieux. Mais comment c'est venu cette envie de cette ville? Enfin, Ouais, moi, je crois que c'est né vraiment en me promenant à Paris, c'est-à-dire qu'en tant que petit provincial normand qui de temps en temps va à Paris pour voilà pour faire des courses ou pour se promener, je crois que depuis jeune j'ai été assez fasciné par Paris et ce qui me fascinait dans Paris, ce sont ces monuments, ces noms de rues, enfin cette idée il y a toute une histoire derrière, ces souterrains, enfin voilà. Donc il y a quelque chose que je trouve qui est très mystérieux. Dans Paris, d'ailleurs, il y a plein de romans, évidemment, ou de BD ou autres, qui ont utilisé ce côté mystérieux de Paris. alors ça, Voilà, on est place de l'Obélisque, il y a ces hiéroglyphes qui sont assez étranges. Enfin, tout peut très vite être étrange dans Paris. Et donc, c'est là que je me suis dit, finalement, quitte à inventer une aventure d'ado, on peut utiliser ce décor qui devient vite un décor assez extraordinaire quand on prend Notre-Dame de Paris, quand on prend la Tour Eiffel, quand on prend ce château. Par exemple, le Louvre, c'est typique parce que le Louvre, mes héros, évidemment, ils vont aussi bien se promener du côté des hiéroglyphes et des sarcophages et des momies que du côté chevalerie avec des épées et un décor de princesse dans des baldaquins fabuleux. Donc finalement, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'utiliser un décor réel comme un vrai décor d'aventure. Alors là, vous parliez de ceux du château, hein, parce qu'il y a Ouais. ceux du tipi et ceux du château. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête de faire de la Tour Eiffel un tipi géant à plusieurs étages? Bah, c'est venu, je dirais que même l'idée du clan du Tipeee est venue de la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors c'est vrai que c'est un récit qui est forcément basé sur des images fortes ou sur des scènes fortes, et c'est l'avantage quand on écrit un roman comme ça, c'est qu'on alors, je peux transformer la Tour Eiffel en Tipeee sans que ça me coûte très cher pour l'instant en mise en scène. Et tout de suite, c'est devenu une sorte d'évidence de me dire que voilà, cette tour Eiffel devenait une tente géante où voilà, on se protège, voilà, évidemment, d'éventuellement d'animaux ou d'attaques en se réfugiant tout en haut. Et c'est vrai que ce parallèle avec les deux monuments les plus célèbres de Paris, peut-être, que sont le Louvre et la Tour Eiffel, et voilà, de confronter comme ça deux clans, tout de suite je me suis dit oui, c'est une bonne idée. En tout cas, je trouvais que ça fonctionnait très très bien parce qu'évidemment, ils se voient, ils sont à une très faible distance, tout en étant aux antipodes du fonctionnement. Donc tout de C'est suite, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Puis il y avait cette image de la tour Eiffel transformée en tente géante avec des pots, etc. Quoi. Ouais. Puis ces deux lieux donc sont un peu symboliques en quelque sorte, hein, puisque ceux du Tipi sont un petit peu, comme vous l'avez dit, des enfants sauvages. En fait, ils se sont un peu éduqués et élevés tout seuls. Ils vivent, la ville est un peu séparée est-ouest. Ils chassent en fait à l'ouest, ils se nourrissent de pêche, ils se baignent dans l'île aux cygnes. Ils ont une géographie avec des interdits comme l'île de la Cité, où ils ne vont qu'une fois par an. Et puis ceux du château, en fait, eux, ont bénéficié en quelque sorte un petit peu je dirais, d'une éducation, puisque en fait, une espèce de, alors peut-être qu'on peut parler de ce personnage assez étonnant qui s'appelle Marie-Lune, qui est enfin, qui est un personnage virtuel en quelque sorte, mais qui est un peu la mère, la professeure, la nounou de ceux du château. Oui, alors c'est vrai que Marie-Lune, c'est un personnage mystérieux qui va avoir beaucoup d'importance dans les différents épisodes, puisque à la fois c'est un vrai adulte, hein, c'est un vrai être humain qui fait partie, a priori, puisque là les enfants se basent sur leur mémoire ou ce qui leur est raconté, mais qui fait partie des derniers survivants, c'est-à-dire des personnes qui ont eu le temps d'organiser l'avenir de l'humanité en laissant ses enfants, en laissant une sorte de mémoire à ses enfants, voilà. Et donc les enfants effectivement vont en permanence répondre aux commandements de Marie-Lune, qui sont des commandements vidéo. Alors on ne sait pas exactement à quel âge finalement c'est fait cette bascule, mais en tous les cas les commandements continuent
et donc les enfants continuent de suivre des cours où c'est essentiellement Marie-Lune ou son visage. Et donc on se doute que ce sont des cours qui ont été enregistrés à l'avance pour continuer évidemment d'éduquer ces enfants. Alors évidemment, ça pose plein de questions parce que ces enfants, évidemment, pour ces enfants, Marie-Lune, c'est leur mère, même si c'est une mère virtuelle. Donc évidemment, ils lui obéissent. Enfin, ils ont un rapport d'obéissance fort à Marie-Lune, tout en arrivant à des âges où forcément, ils ont plus forcément obligé d'obéir à un écran. Et puis ça pose toute la question de est-ce qu'effectivement un enfant des croyances qu'on peut mettre dans des enfants, puisque effectivement, moi j'ai eu des petites réflexions en disant mais est-ce que des enfants pourraient s'élever tout seuls? Est-ce qu'ils ne deviendraient pas très vite sans aucune règle? Et j'en suis pas persuadé parce qu'on est tous le fruit de d'une, je ne vais pas dire d'une manipulation, en tout cas de croyances. Pendant des tas d'années, des enfants étaient par exemple élevés dans la religion, étaient absolument persuadés à 6-7 ans qu'il fallait respecter, d'ailleurs encore aujourd'hui, des préceptes religieux. Et alors qu'un enfant du même âge qui n'est pas élevé là-dedans va pas. Donc je pense qu'on peut très facilement finalement éduquer un enfant avec un certain nombre de croyances. Et donc dans mon cas, évidemment, ces enfants sont élevés dans oui, quelque part, ils ont été complètement éduqués et manipulés. Donc, c'est dans leur système. Bon, après, il y a plein de petits exemples plus ou moins amusants. Ils ne peuvent pas manger de viande, ils ne peuvent pas fabriquer d'armes, ils ne doivent pas sortir. Enfin, voilà, c'est évidemment une éducation morale pour certains. Et évidemment, avec cette idée aussi du patrimoine à défendre, c'est-à-dire que on leur inculque qu'il faut effectivement qu'ils sont les gardiens de l'humanité, qu'ils sont quelque part des élus, qu'ils sont les derniers à pouvoir se souvenir de tout ce qui s'est passé avant. Et évidemment, c'est un poids assez lourd pour des enfants de 12 ans. Et évidemment, certains n'ont pas forcément envie à un moment donné de vivre avec ce passé dont ils ignorent tout. Michel Bussy, j'oublie toujours de le dire, mais les gens qui nous écoutent peuvent poser des questions, on les posera après coup, donc je le dis. Pour revenir sur ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que ceux du Tipeee sont en quelque sorte de joyeux enfants sauvages, en fait, en quelque sorte, qui vivent de l'expérimentation, de la vie libre dans la nature, en quelque sorte, c'est presque les rousseauistes, en quelque sorte. Exactement, ouais. Et puis de l'autre côté, finalement, les autres... Ça leur donne une valeur un petit peu d'élu, et puis on leur a enseigné aussi de ne pas se mêler à l'autre groupe. Oui, c'est vraiment ça la morale, puisque dans toutes les dystopies, on va dire que c'est une dystopie néo, dans toutes les dystopies, il y a une morale, en fait, il y a toujours. Et c'est vrai que souvent, la morale des dystopies, c'est quand même une morale sur une dictature, sur un régime très autoritaire. Et alors évidemment, dans ma saga, la dimension autoritaire va forcément venir à un moment donné, et voilà, il faudra se battre pour sa liberté, etc. Mais dans ce tome 1, on n'en est pas encore là, et du coup, c'est vrai qu'il y a plutôt cette dimension de débat entre, comme vous disiez, un petit peu les rousseauistes qui finalement vivent très bien sans le progrès, vivent très bien de chasse, de pêche. Alors c'est les Indiens avant que les Anglais ou les Français débarquent. C'est effectivement donc c'est effectivement la vie de nature. Et puis d'un autre côté, on a ces élus qui eux se sentent déjà une responsabilité du monde à sauver, du patrimoine, de l'art, de la culture. Enfin, donc voilà, et on leur a inculqué très vite ces valeurs-là. Et donc ça me semble intéressant parce que très vite, évidemment, nous on regarde ça en tant que lecteur extérieur et on ne sait pas vraiment quel parti pris, parce qu'on s'aperçoit qu'évidemment, ils ont tous raison et que ça serait fort dommage par exemple, que les enfants du Tipeee soient complètement acculturés par un progrès dont ils n'ont pas besoin, et qu'à l'inverse, évidemment, ceux du château, ceux du patrimoine, se voient envahis par des barbares parce qu'ils seraient trop... comme ça, trop fragile face à une force de la nature. Donc voilà, donc c'est aussi ce qui m'intéresse, ouais. Tout ça dit, je trouve, avec pas mal de douceur. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, c'est bon, ils ont une petite rivalité, mais dont ils ne comprennent pas exactement les enjeux et qui n'est pas complètement déclarée. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils se font un peu prisonniers sans se faire la guerre. Ouais. Mais à chaque fois, nous, finalement, le fait qu'ils se fassent prisonniers les uns les autres va finalement nous faire pénétrer chacun des milieux, et en fait va nous montrer qu'en fait finalement il est pas si mal d'apprendre
et de découvrir d'autres personnalités, d'autres mondes à chaque fois. Oui, bah après, il y a un côté Roméo et Juliette, puisque j'ai quand même un couple de héros, donc Ouais, ouais. on peut les évoquer rapidement. C'est effectivement Alix qui est la reine du château, mais c'est un peu une reine malgré elle, puisque le château fonctionne avant tout comme une démocratie, donc assez libre. Donc du coup, Alix se retrouve reine, mais elle n'en a pas vraiment envie. Donc on a un personnage comme ça un peu impertinent. Et puis on a Zizo, qui est l'espion du Tipi, qui est envoyé pour espionner le château, et qui va se retrouver prisonnier du château. Et qui donc va à la fois découvrir, absolument fasciné ce château, enfin tout évidemment tout surprend. Là on est évidemment dans le mythe de la découverte de tout par rapport à ce progrès. Et donc on est dans cette histoire d'amour, en tout cas d'amitié au départ, mais dont on se doute qu'elle va devenir une histoire d'amour, avec deux enfants de chaque clan qui vont devoir évidemment réconcilier, si possible, les deux clans. Et on se doute évidemment que ce sera pas si simple de les réconcilier, parce qu'il y a quand même une dimension, notamment, enfin, suspense ou policière dans le récit. C'est pas seulement un affrontement de deux clans. Vous dites qu'il y a une dimension policière. Vous êtes un romancier de romans policiers célèbres. Est-ce que quand vous écrivez pour la jeunesse comme ça, et un livre un peu plus important que peut-être les contes que vous avez faits, est-ce que vous travaillez de la même manière? Est-ce que enfin, ça mobilise les mêmes choses chez vous ou il y a une petite différence quand même? Alors, il y a forcément des différences, parce que, comment dire, c'est pas tout à fait le même thème. Là, c'est une saga, on va dire, d'aventure, et du coup, même s'il y a une dimension policière, la dimension d'aventure, elle est Primordial. importante. Alors que dans mes romans policiers, voilà, il y a quand même plus une dimension de casse-tête, de qui a tué, etc. Donc je pense que c'est la différence. Par contre, moi, par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé, notamment dans les premiers Harry Potter, c'est que ce sont des récits, pareil, d'aventure, de magie, enfin de fantasy, classiques. Mais je pense que ce qui a fait la force d'Harry Potter, en tout cas des 2 ou 3 premiers tomes, c'est qu'il y a une vraie dimension policière, c'est qu'il y a une vraie dimension d'enquête. Il y a un coupable qui n'est pas forcément le coupable. Il y a une quête. Donc il y a quelque chose qui relève vraiment de l'enquête policière, qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les dystopies, qui peuvent être simplement une héroïne dans Hunger Games, tout ça. Il n'y a pas forcément de dimension. Et donc ça, j'avais beaucoup aimé ça dans Harry Potter, et c'est vrai que j'ai essayé Enfin, je pense que dans Neo et dans ces épisodes, il y a une dimension policière, c'est-à-dire il y a de la manipulation, du faux semblant, de la surprise à la fin. Donc cette dimension-là me semble essentielle. Euh, D'autant plus que dans Neo, il n'y a pas forcément une vraie dimension manichéiste, le bien contre le mal, et il faut que le bien l'emporte. C'est ce que je disais, c'est plus un Game of Thrones pour ados. Donc il y a du trahison, il y a de la jalousie, il y a de la manipulation. Ce que disent certains ados, c'est pas forcément vrai. Donc toute cette dimension-là, évidemment, une dimension beaucoup plus policière ou espionnage, c'est-à-dire qu'on est on est dans le mensonge et le faux semblant. Et ça, c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est que on va quand même de surprise en surprise dans ce roman, et les 4 tomes seront aussi conçus avec leur lot de rebondissements et de surprises. Alors, je vous poserai cette question après, si vous avez un plan déjà pour les quatre. Mais Mhm. je vais employer un terme de jeune aujourd'hui, c'est en jouer. Je trouve que depuis qu'on a commencé à parler de ce livre, Néo, hein, chez Pocket, vous avez plaisir à en parler, vous avez un beau sourire à en parler. Et je me disais, est-ce que écrire pour la jeunesse, pour vous, c'est une forme de récréation, c'est une forme de plaisir? Non, alors c'est beaucoup plus que ça, parce que je pense vraiment que, comment dire, enfin, je vais pas dire c'est ce que je fais de mieux, la jeunesse, mais en tout cas, c'est une sorte d'évidence. Enfin, quand j'ai commencé à écrire, tout de suite, cette idée de la saga, de toute façon, elle a été là très tôt. Enfin, j'avais 20 ans quand j'ai pensé ça. Et puis, mes plus beaux souvenirs de lecture, ce sont mes lectures d'ado et de saga. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui est une sorte oui, de summum, hein, d'apogée littéraire, qui consiste à, voilà, à écrire sa saga. Enfin, parce que on touche à l'adolescence, on touche à quelque chose qui est, enfin,
c'est l'Odyssée, quoi. Enfin, on est dans l'Iliade et l'Odyssée. Pour moi, la saga pour ados, elle prend naissance avec Homère et avec la dimension mythologique du récit, les dieux, les méchants, les mauvais, les traîtres, les pouvoirs. Bon, il y a cette dimension qui, pour moi, quand on est un conteur, enfin, je ne sais pas si je suis un écrivain, en tout cas, je revendique le statut de conteur, de raconteur d'histoire, et on est dans cette dimension mythologique. C'est pas pour rien si depuis quelques siècles ou même que millénaires, un gamin de 10 ans va être passionné de mythologie grecque parce que voilà, c'est ce qui fonctionne. Et si on est passionné par les Avengers ou les Marvel, c'est jamais que des dieux grecs. Enfin voilà, on est là-dedans. Et c'est vrai que quand moi je m'attaque à une saga pour ados, je reprends tous ces codes-là, clairement. Il y a les dieux, il y a l'anti-héros, il y a celui qui est partagé entre les deux camps. Enfin, on joue sur ces codes-là. Et je dis pas que j'aime pas mes romans adultes, hein, bien sûr, c'est génial de faire des romans adultes et on va dans des terrains, etc. Mais pour moi, le récit absolu, c'est inventer sa propre mythologie. On est à la fois l'origine du récit et on est dans quelque chose qui vous embarque bien au-delà d'une histoire simple. Donc, et je pense, oui, que j'ai toujours été, enfin, depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir, oui, je suis nourri de mythologie et de Tolkien. Enfin, et puis une nouvelle fois, je trouve que ce soit Tolkien, que ce soit Narnia, que ce soit Harry Potter, que ce soit l'idée de constituer son propre monde et sa propre mythologie ou son propre univers et d'embarquer un lecteur là-dedans, que ce soit Dune, que ce soit Asimov, etc. Je trouve pour moi, effectivement, je pense que c'est ce que j'admire le plus dans la littérature. Alors, l'inconvénient, c'est le temps que ça prend. C'est qu'évidemment, quand on commence à mettre le doigt dans un univers parallèle qu'on invente, avec une galerie de personnages, on sait que c'est quelque chose qui va occuper une grande partie de la vie. Et voilà, donc c'est la limite qui fait que je ne l'ai pas fait avant. Mais clairement, j'aurais plusieurs vies. C'est ce que j'adorerais faire, ouais. Mais du coup, vous dites, si j'entends ce que vous dites que ce projet est ancien et que vous l'avez mûri longtemps. Ouais. Oui, je pense que cette idée d'un monde sans adultes, date, j'avais 20 ans à peine, hein, peut-être moins. Et après, la difficulté, c'est ce que je dis, c'est que si on se lance dans une saga qui sous-entend un monde imaginaire qui va s'étendre progressivement avec des personnages qui se rajoutent, c'est quelque chose qui peut vite devenir monomaniaque, ou en tout cas ne plus écrire autre chose que simplement ça. Ce qui est à la fois extrêmement prenant et puis compliqué, parce que si la saga marche pas, on peut faire la saga la plus géniale du monde, sauf qu'on l'écrit quasiment pour soi-même, ce qui peut être extraordinaire aussi, mais qui a aussi une limite, surtout quand qu'on écrit d'autres romans qui reçoivent un lectorat important. Donc c'était un peu ça ma limite. Mais en tout cas, je suis vraiment là, je suis en train d'écrire le 3e tome, et il y a quelque chose d'assez fascinant quand même progressivement de rajouter des éléments à un univers comme ça. Qui plus est, un univers qui n'est pas un univers de fantasy. Parce que c'est là quand même qui est pour moi l'originalité. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des univers de fantasy que j'adore, que j'ai lus, mais si c'est pour en faire un nouveau univers avec des elfes il faut beaucoup de talent pour trouver sa place et faire quelque chose d'original. Là, la force de Néo, je trouve, c'est justement d'être dans un monde à la fois imaginaire, mais complètement ancré dans le réel, sans cette dimension, on disait, mythologique, de pouvoir. Enfin, mes personnages n'ont pas de pouvoir magique, ils n'ont pas de... Voilà. Ouais. Donc, et pourtant, vous avez lu Harry Potter. Mais moi, je trouve la force de Néo, vous parliez d'être conteur. Moi, je trouve que c'est une fable de paix, en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est un livre qui invite à peut-être, parce que peut-être je vois toujours une dimension un petit peu pédagogique dans le roman jeunesse, mais j'ai l'impression que c'est un roman qui invite à peut-être aller vers l'autre et peut-être pas s'arrêter aux croyances, aux peurs, et puis peut-être à pourquoi pas faire la paix pour aller plus loin, quoi.
Oui, oui, alors c'est vrai qu'il y a une dimension politique dans Néo enfin, qui est souvent dans les romans jeunesse, parce que finalement, dans la plupart des dystopies, il y a une dimension politique. Voilà, c'est toujours un rapport à la liberté, donc elle est forcément forte. Et donc, dans Néo, évidemment, cette dimension, elle est là. Mais ouais, c'est vrai que, comment dire, souvent, comme je disais, dans ces dystopies, c'est souvent voilà, la lutte de la liberté contre une dictature. Et puis, une fois que ça s'est posé, on n'en discute pas forcément. Voilà, c'est la lutte de la liberté pour la liberté. Et c'est vrai que Néo va peut-être plus loin dans la dimension politique, puisque mes personnages, ils sont libres. Au départ, il n'y a pas forcément de dictature. Et donc, ils doivent, oui, ils doivent s'organiser. Enfin, ils doivent comment dire. Enfin, évidemment, on sent qu'il y a une guerre qui est en préparation, mais quelque part, cette guerre, comment dire, ils essayent de combattre contre cette guerre. Il y a évidemment des personnages plus pacifistes. Enfin, et puis bon, ça intéressera pas forcément les jeunes, cette lecture-là, mais c'est clair que Néo, c'est une forme de relecture du monde. Néo, c'est comment dire, enfin, c'est deux tribus, c'est le monde avec un monde développé qui regarde éventuellement comment dire, enfin, c'est à peu près le monde au moment des grandes découvertes, qui va effectivement découvrir que ils sont pas seuls au monde et que quel statut ont les autres civilisations, les autres peuplades, etc. Donc il y a évidemment cette Néo, comme c'est un nouveau monde, c'est pas seulement un monde où plus écologique, etc. C'est aussi un monde où qui a raison, qui a tort et quel est le meilleur mode de vie. On lit toujours un livre dans un moment. Et moi, je l'ai lu, enfin, ça a fait de bons échos, je dirais, ce livre par rapport à l'environnement social dans lequel on est. C'est peut-être un peu sérieux dans une émission qui parle d'un livre jeunesse, mais si Sébastien peut mettre un tableau, que je lui ai demandé de mettre un tableau du Louvre, un tableau qui est tout à fait sérieux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez amusant dans ce livre, c'est que les enfants finalement habitent le Louvre et finalement, enfin, habitent avec tout le respect qu'on leur a plus ou moins inculqué, mais s'en amusent aussi. Mais il y a un tableau qui prend petit à petit une importance. Et quand on connaît l'histoire de ce tableau, c'est quand même assez étonnant parce que c'est aussi un tableau de paix et de réconciliation juste après la Révolution. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie de ce que je vais faire pour Néo, c'est-à-dire d'utiliser la mythologie dans ce roman. Et plein de mythologies, aussi bien la mythologie égyptienne que grecque, que romaine, que napoléonienne ou médiévale, etc. Donc on est dans ce mixte de différentes mythologies voilà, réinventées par les enfants qui évidemment inventent ce qu'ils veulent ou pensent ce qu'ils veulent de ces tableaux. Et donc les Sabines, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, hein, ce tableau de Delacroix, parce que alors, je dirais qu'on peut le raconter, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est pas un tableau qui a un gigantesque tableau du Louvre, mais c'est pas forcément le plus connu. L'histoire non plus, d'ailleurs, est pas très connue. Donc, en deux mots, mais je ne vais pas trop en dévoiler par rapport au roman. Hein. Les Sabines, donc c'est les Romains au départ de Rome. Ce sont que des hommes, c'est des aventuriers, des hommes, et ils n'ont pas de femmes, donc c'est un peu compliqué pour eux. Et donc ils décident d'aller piquer les femmes de la tribu d'à côté, donc les fameuses Sabines, puisque la tribu d'à côté s'appelle les Sabins, donc ils piquent les femmes, ils font une razzia, et ils reviennent avec les femmes. Et puis donc les Sabins, ils sont pas très contents, mais ils sont moins forts, donc ils sont obligés de subir. Et puis quelques années plus tard, les Sabins ont nourri leur revanche, et puis décident de déclarer la guerre aux Romains pour aller récupérer leurs femmes. Sauf qu'entre-temps, les Romains se sont mariés avec les femmes, ont fait des enfants, et résultat, ça devient vite une tuerie où les pères vont tuer leurs propres fils ou leurs cousins ou leurs oncles. Enfin voilà, tout ça est devenu évidemment très mélangé. Et les femmes sont perdues autour de ça. Et finalement, dans la légende, et c'est ce que raconte ce tableau, ce sont les femmes qui arrêtent la guerre en disant mais tu es en train de tuer ton neveu, tu es en train de tuer ton fils, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a des bébés, etc. Et donc, c'est évidemment une très belle métaphore du pacifisme où des femmes, où l'amour, etc., peut être plus forte que les glaives et que les épées. Et alors évidemment, c'est une légende, c'est une page d'histoire très, très romancée, mais évidemment, derrière, on peut y voir tout
tout le pacifisme et donc évidemment, dans Néo, quand on met en scène des enfants qui vont être confrontés à la guerre, évidemment, certains peuvent se dire, enfin j'espère qu'on est beaucoup à avoir eu cette illusion de se dire s'il y avait une guerre, on serait capable de ne pas prendre un fusil, mais de se battre avec des fleurs, enfin voilà, en tout cas de se mettre entre les armes, parce que généralement les guerres ne servent à rien, et en tous les cas, enfin, voilà. Et moi, c'est toujours un côté très naïf quand je regarde les actualités de me dire que, enfin, j'ai toujours du mal à comprendre comment des hommes peuvent arriver effectivement à tuer, à devenir des monstres insensibles, etc. Parce qu'évidemment, l'homme ne naît pas comme ça. Donc ça veut dire que c'est évidemment tout un processus qui fait que des gens peuvent arriver à, comme on l'a vu encore en Afrique, des centaines d'agriculteurs qui se font assassiner par Boko Haram. On se dit, mais comment des hommes peuvent-ils arriver comme ça à assassiner des civils, des agriculteurs dans un champ, etc. Et donc voilà, donc c'est cette idée de se dire, effectivement, comme vous disiez, d'arriver à mettre du positif. Et Néo, c'est aussi se dire, voilà, si les enfants ont à reconstruire le monde, qu'est-ce qui va faire que c'est plutôt le bien, la morale qui va l'emporter, ou plutôt des croyances, évidemment, qui vont arriver aussi, et qui peuvent entre guillemets, tomber du côté obscur, en tout cas. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui m'intéressait. Et donc dans les Sabines, il y a ce côté, comment dire, oui, symbolique, l'illusion, enfin voilà, une espèce de naïveté de se dire que, a priori, pourquoi effectivement l'amour ne serait pas plus fort que la violence à un moment donné. En tout cas, ces deux sentiments peuvent s'affronter, quoi. En tout cas, il y a quelque chose de très romanesque, même si ça peut apparaître naïf, mais enfin, au cours de l'histoire, ces deux logiques se sont toujours affrontées, hein, évidemment. Non, puis on voit aujourd'hui dans l'extrême violence parfois des gestes qui sauvent et qui sont assez éloquents pour aussi réconcilier parfois deux parties qui s'opposent. Oui, et puis après, comment dire, les Sabines, c'est un élément. Alors évidemment, je ne vais pas raconter le roman, mais c'est évidemment un élément du roman, et c'est une des péripéties que vont utiliser un certain nombre de héros, de héroïnes pour essayer d'empêcher la guerre. Bien entendu, il n'y a pas que des pacifistes dans mon roman, Non. et il y a aussi des soldats qui, évidemment, n'y croient pas du tout et pensent que la solution se trouve par les armes, ou d'autres qui pensent que la solution se passe par la diplomatie et donc donc voilà, c'est en ça que je dis qu'effectivement Néo reprend des éléments entre guillemets de Game of Thrones et de diplomatique, c'est-à-dire qu'on est dans une quête de pouvoir, et donc pour aboutir au pouvoir, eh bien il y a évidemment les humanistes idéalistes, il y a les fourbes qui avancent cachés, il y a on va dire les militaires qui avancent au pas de loi avec la force. Bon, voilà, il y a toutes les façons possibles de jouer du pouvoir et de s'affronter. Puis ce qui est amusant aussi, c'est que le livre et la lecture a un petit peu disparu. Et dans ces deux petites troupes, il y en a certains qui sont pas très très futés, mais assez sympathiques comme personnages. Et quand je dis ça, je pense à King Bill, qui est un garçon qui, lui, il a un livre, hein, c'est un livre où sans doute dedans il y a des créatures, des dinosaures, des choses comme ça. Et lui, déjà, il a une première théorie, c'est qu'il pense que tous ces beaux bâtiments parisiens ont été créés à l'aide de dinosaures, ou de créatures un petit peu énormes. Et en plus, il fait une découverte incroyable. Il découvre le muséum d'histoire naturelle en plein hiver, et il se dit que en fait, c'est peut-être le garde-manger, l'arme secrète de ceux du château, en fait. Oui, alors c'est vrai que là où je me suis amusé avec Néo, c'est si on prend effectivement l'idée des enfants qui découvrent le monde et qui n'ont aucun souvenir des choses. Et bon, c'est aussi un principe de la science-fiction. C'est que du coup, eux, ils réimaginent ou ils réinterprètent les choses. Donc, pourquoi, une voiture, à quoi ça sert? Pourquoi il y a des vitrines de verre sur certaines maisons? Pourquoi il y a des bandes blanches sur la route? Enfin, évidemment, personne n'aura les codes. Donc, ils réinventent toute une explication, toute une mythologie, toute une série de croyances à partir de ces choses qu'évidemment là, le lecteur, lui, évidemment, a décodé. Donc j'espère que ça donne un décalage comique, d'autant plus que ceux du Tipeee,
ont réinventé toute une espèce comme ça de mythologie, de croyances complètement farfelues, enfin, qui leur semblent, elles, très, très réelles, mais voilà. Alors que ceux du château, eux, évidemment, ils ont le même niveau de connaissance que des enfants d'aujourd'hui. Donc, évidemment, ce décalage peut apparaître fort, mais ça donne aussi une ironie comique, parce qu'évidemment, ceux du Tipeee, à un moment donné, ils n'ont pas forcément envie de croire, y compris que la Terre est ronde, ou les saisons, voilà, etc. Et donc, ça donne effectivement un décalage comique, et notamment ce personnage de Bill, que j'aime bien, parce que c'est à la fois un personnage qui est bête, enfin voilà, qui est pas très futé, mais à la fois il a une imagination, il a une explication pour tout, il est très sûr de lui. Enfin, c'est ce qu'on dit, c'est parfois les gens un peu idiots qui donnent leur force, c'est qu'ils sont pas absolument perfects. C'est vrai que ça m'a permis effectivement d'avoir une galerie de personnages assez variés, avec de l'intelligence et de la stupidité de chaque côté. C'est-à-dire qu'il y a évidemment au Tipeee des ados qui sont très stupides parce qu'ils croient absolument à tout, ils sont extrêmement naïfs, ils vont croire qu'il y a des monstres, enfin, on peut leur faire gober absolument tout ce qu'on veut, mais au château, on a aussi évidemment des ados absolument insupportables parce qu'extrêmement snob, parce qu'être extrêmement sûrs de leurs connaissances, extrêmement méprisants pour tous les autres, et en particulier par ces petits sauvages de Tipeee. Donc il y a ces décalages, et donc ça me permettait d'avoir toute la galerie de personnages possibles, entre les snobs, entre les savants, effectivement très intelligent, très droit, mais également un peu pénible parce que au-delà du raisonnable, et puis au contraire, évidemment toujours les cancres, les impertinents, en tout cas ceux qui n'ont qu'une envie, c'est non pas de désobéir seulement, mais en tout cas de faire exploser la société, les règles, et ça peut effectivement avoir aussi une forme de danger, parce que évidemment, quand on est une société qui est sur une forme d'équilibre, on a toujours beaucoup de sympathie pour les rebelles, mais au fond, on sait bien que voilà, c'est une sympathie qui fait que c'est pas eux qui peuvent tenir les choses non plus. Donc c'est vrai que ça me permettait d'avoir comme ça des personnages assez amusants, assez décalés, avec un fond, tous ayant quand même conscience que il faut garder cet équilibre. Et je pense que ça, c'est très vrai par rapport à des ados qui peuvent avoir 12 ans. Ouais. Je pense que les ados de 12 ans peuvent être rebelles, peuvent être timides, peuvent avoir envie d'amour, peuvent avoir envie de dépasser des limites, mais ils ont parfaitement conscience d'une forme d'équilibre. Ils peuvent faire la guerre à leurs parents, mais ils savent très bien jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller. Ils peuvent emmerder leurs profs, mais ils savent très bien jusqu'où aller, parce que quelque part, c'est leur monde, et ils ne peuvent pas faire sauter leur monde. Ils ont besoin de ça, ils n'ont pas d'autre. Donc, et c'est vrai que c'est ce que je voulais mettre dans Néo aussi, c'est qu'à un moment donné, voilà, ce côté obligation d'être ensemble, d'être raisonnable, je pense que c'est ce qui se passe dans des bandes d'amitié au collège, par exemple, puisqu'ils ont l'âge du collège. C'est que les collégiens se font pas de cadeaux, peuvent s'affronter, se détester, se critiquer, mais au final, tout le monde finit toujours par se rabibocher, parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas se permettre à long terme de perdre leurs amis, d'insulter tout le monde. Donc c'est toujours un jeu complexe de pouvoir, de popularité, de jalousie, mais aussi de solidarité, de soutien. Donc ça, je trouve que c'est voilà. Ce récit Néo raconte aussi ça, mais évidemment, mes ados vivent des aventures bien plus extraordinaires que ce que vivent un collégien normal comment dire, dans son collège, parce qu'évidemment, être élu délégué de classe, c'est pas complètement comme être élu du Conseil du Nouveau Monde qui a décidé de la survie de l'humanité. Mais au final, c'est un peu la même chose, c'est être élu délégué de classe, et voilà, et comment décider pour le mieux au nom de tous, quoi. Mais là, alors donc, avant qu'on prenne un personnage de ceux du château, là on parlait donc de King Bill, hein, une espèce d'Achille du Tipeee. J'avais une petite question par rapport à ces livres qui traînent dans ce futur, parce que ça m'a amusé, c'est les livres magiques de Mordelia. Et je me demandais si son livre de remède, c'est quoi? C'est un guide d'homéopathie pour la famille, un guide de la pharmacologie pour la famille? Ouais, non, c'est un peu plus que ça, je pense quand même. C'est plutôt un livre médical, donc un dictionnaire médical, puisque, encore sans trop en dire, mais elle se rend une pharmacie, donc on peut penser qu'elle connaît le nom des médicaments et la posologie et ce qu'ils soignent. Bon, évidemment, on est sur de la prescription que
presque un généraliste. Donc, on est sur du mal de ventre, sur du mal de tête, etc. Mais oui, après, on peut se dire que finalement, avec l'automédication, voilà. Donc, en tout cas, ça lui donne un pouvoir, évidemment, Bien sûr, assez puissant, puisqu'évidemment, elle a le pouvoir de guérir. Et même si, évidemment, celui qui pille, là encore, on est dans la croyance, pense que c'est de la magie. En fait, sa magie, ça n'est jamais que des choses qu'elle va récupérer dans une pharmacie. Et voilà. Donc, mais voilà, on reste, je pense, sur la même ironie qui consiste à ce que des choses qui nous apparaissent absolument naturelles aujourd'hui, qu'un enfant de 6 ans, il a vite compris qu'on lui donnait une pastille à sucer s'il avait mal au ventre. Mais un enfant qui ne serait pas au courant, il trouverait ça assez magique, finalement, qu'on puisse le guérir simplement en ayant une petite pilule magique. Donc voilà, donc on est toujours, finalement, le fantastique de mon roman est toujours lié à on vit dans un monde fantastique, on ne se rend pas compte, mais... Avant, Michel Bussy, que peut-être on prenne quelques questions. Je ne sais pas si on a des questions, mais peut-être on va passer du côté de ceux du château. Et j'avais envie que vous parliez un petit peu de Sabi, qui est la meilleure copine de la reine, avec qui j'ai vu sur Facebook, vous avez fait un teaser, un petit peu manga, enfin il y a une ambiance un petit peu manga pour présenter les personnages de... Alors, c'est vrai qu'il y a une BD qui est signée chez Jungle et qui va sortir sans doute au printemps, sur son premier tome. Et c'est vrai que ce qu'on a choisi comme dessin, comme ligne, c'est entre le manga et la dessin animé, on va dire, la BD semi-réaliste. Je trouve effectivement que l'histoire colle assez bien à une forme de manga, puisqu'il y a un côté, il y a un côté assez épique dans la saga. Donc voilà, sur le côté un peu manga. Et c'est vrai que Sabi, c'est la meilleure copine d'Alix, la reine, et Sabi, c'est la fausse cancre. Donc on la voit très bien dans un collège ou dans un lycée. C'est la bonne copine, c'est la fausse cancre, c'est une fille a priori pas assez intelligente, mais en tout cas plus mature que les autres, et en tout cas qui a envie de grandir, qui s'intéresse beaucoup aux garçons, qui s'en cache pas et qui en fait un jeu, et puis qui est une hédoniste, qui a envie de tout essayer, tout ce qui est interdit, ça la fascine. Donc évidemment, les enfants de l'autre clan, ils les fascinent, et puis surtout qu'il n'y a aucun tabou. Elle n'a pas de tabou, c'est-à-dire que les commandements, elle s'en fiche, en tout cas elle les remet en cause, donc elle est une ado rebelle comme le faut, et évidemment très drôle, très impertinente. Alors elle n'a pas de parents d'adultes à qui se confronter, donc elle se confronte aux autres enfants, et donc voilà, donc ça la permet d'être un personnage à la fois fort, drôle, et évidemment un peu utopique, puisque quelque part elle va être confrontée, ou elle sera en permanence confrontée à la réalité, puisque une nouvelle fois il faut suivre des cours, il n'y a pas de prof, donc l'impertinence se paye aussi fortement. Donc voilà, donc c'est vrai que Sabi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que comment dire, mes ados sont obligés d'être raisonnables sur plein de sang, parce qu'il faut gérer, il faut manger, il faut se nourrir, il faut se protéger, donc il faut être raisonnable, et Sabi, elle a aucune envie d'être raisonnable, donc elle peut apparaître très agaçante, mais évidemment mais c'est évidemment le propre de l'adolescence, qui consiste à vouloir, dès que c'est interdit, de vouloir le faire, en tout cas d'avoir un certain nombre d'ados qui adorent ça, et qui évidemment fascinent d'autres ados qui, eux, n'oseraient pas faire le quart de ce que d'autres font. Voilà, donc c'est vrai que pour ça, elle est... et puis, en dehors de ça, je voulais faire de Sabi une sorte aussi d'égérie, puisqu'elle va entraîner derrière elle, évidemment, d'autres... là. Et puis, comme les personnages vont vieillir, forcément, ensuite, évidemment, ces personnages vont se creuser. Effectivement, ce qui peut être très sympathique chez Sabi à 12 ans peut devenir plus... puisqu'elle, par exemple, elle s'intéresse beaucoup aux garçons à 12 ans, mais ça reste évidemment un intérêt. Il y a des choses qui m'amusent, comme effectivement... quand elle est au Louvre, les enfants du Louvre passent leur temps à être devant des statues géantes d'hommes nus ou de femmes nues, qui sont des Apollons,
Achille, des Hercules. Et c'est vrai, quand on balade au Louvre, il y a des gens, des adultes nus partout. Enfin, la nudité est présente partout dans tous les musées classiques, encore plus. Donc évidemment, ça l'émoustille de voir ces garçons. Donc à 12 ans, ça reste les prémices de sa puberté. Mais évidemment, les enfants vont grandir et à un moment donné, évidemment, les rivalités amoureuses, les jalousies vont aussi arriver, et donc avec évidemment des enjeux un peu plus forts. On va dire que dans ce premier tome où tous ils prennent 1 an et quelques, c'est la plus ado de la bande. Oui, c'est tout à fait, c'est la plus ado de la bande de ce point de vue-là, ouais. Alors, j'ai vu que, je ne sais pas si on a des questions, mais j'ai vu que vous aviez sorti, et alors par contre, j'ai pas eu l'occasion de le consulter, mais j'ai vu que vous aviez sorti un album qui s'appelle Le Petit Chevalier Naïf. Oui. En début d'année, quoi, en début de ce second semestre. Ouais, c'était septembre, ouais. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors, en fait, j'avais écrit un roman qui s'appelait Maman a tort, il y a 5-6 ans, qui a été adapté en série d'ailleurs sur France 2. Et dans ce roman, Maman a tort, c'est l'histoire d'un petit garçon, Malone, qui a 3 ans, et qui prétend que sa maman n'est pas sa maman, et qui prétend aussi que son doudou, Goutti, lui raconte des histoires le soir, lui parle, et lui dit que sa maman n'est pas sa maman. Et donc, dans mon roman, Goutti, donc cette peluche, raconte des contes à Malone, et en particulier raconte 3 contes qui sont in extenso dans le roman. Et donc, certains, après avoir lu ce roman, disent c'est dommage que ces contes-là, moi je les raconte à mes enfants, ça marche bien, et c'est dommage de ne pas les sortir en album jeunesse. Et du coup, il y a eu plusieurs demandes, et donc ces 3 récits, ces 3 contes pour enfants qui étaient le grand voyage de Goutti, le petit pirate des étoiles et le chevalier naïf, sont sortis chez Langue au Chat, en 3 albums ces 3 dernières années. Et donc c'est in extenso le texte qu'on trouve dans le roman, sauf que ça fonctionne en autonome, en petits contes pour enfants, avec à chaque fois une morale. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, c'est des histoires qui ont été conçues pour Maman a tort, donc qui fonctionnent dans le roman, mais dès le départ, je les ai voulues complètement autonomes. C'est une sorte de pied de nez de lire dans un thriller avec des morts, avec histoire de braquage, etc. Un policier qui se fait carboniser, etc. Donc un vrai thriller. Il y a parfois 10 pages de contes pour enfants purs. Et voilà, donc, mais bon, j'aime beaucoup télescoper les genres. Alors il y a ceux qui ont adoré, il y a ceux qui ont zappé le compte en disant c'est bon, vivement que j'ai la clé du récit. Et voilà, donc il y a aussi des prémices qui montrent que si j'écris pour les ados, c'est pas non plus, c'est pas je viens pas de nulle part, c'est aussi dans beaucoup de mes romans adultes, les adolescents sont présents, les enfants sont présents, l'enfance est présente, souvent vue à travers des regards d'ados, c'est-à-dire c'est comme un regard qui est dans Le temps est assassin. Mon héroïne Clotilde, elle a 15 ans, elle tient un journal intime qui est la moitié du roman. Dans Sans famille, le héros il a 15 ans. Enfin, c'est quand même assez fréquent dans mes romans d'avoir des ados qui ont un rôle important. Ces contes sont illustrés. Ouais. Vous avez échangé avec les illustrateurs pour leur conception? Oui, un petit peu pas tant que ça, parce qu'en fait, autant quand par exemple, j'ai pas mal d'adaptations BD où là il y a quand même beaucoup d'interactions entre le scénario, le dessinateur, sur le choix des personnages, autant là, que ce soit Peggy Neal, notamment pour les 2 premiers, il y a les contes sont assez brefs. Et là, pour le coup, l'illustration jeunesse a son propre univers. Et donc, en gros, on m'a montré en me disant est-ce que ça te plaît? Est-ce que l'univers de cette illustratrice te convient? Et à partir du moment où ça me plaisait, ce qui était tout à fait le cas, elle le faisait de façon librement. Après, j'ai donné des petits détails sur tiens, pourrait y avoir une plume en plus sur le chapeau, ou on pourrait, là, par exemple, sur la couverture, je trouvais que la couverture, cette couverture-là, il y en avait une avant que je trouvais qu'on aurait pu améliorer. Bon, c'est des petites remarques de détail, mais après, vraiment, il y a l'univers d'un illustrateur et je suppose que l'illustrateur ne dit oui que si le conte lui plaît, en tout cas si le conte l'inspire. Vous avez évoqué la BD. En septembre, il y a une adaptation aussi qui est sortie d'un de vos romans qui s'appelle Gravé dans le sable. Ouais.
Ouais, donc Par un nom de la BD, quand même. gravé dans le sable, comme ça, ouais, voilà. Par un nom de la BD, quand même. Donc oui, alors c'est une BD, c'est gravé dans le sable, c'est mon premier roman qui se passe, ah ben voilà, encore mieux, qui se passe à la fois en Normandie sur le débarquement en juin 44 et aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est une BD que j'aime bien. Alors c'est une BD qui fait, je sais plus, 140 pages à peu près, donc c'est une grosse BD. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une reconstitution de la Normandie. Alors, on est plutôt dans les années 60, même si les premières pages se situent en 44. On est très vite dans les années 60, donc on est à la fois dans la Normandie des années 60 avec toujours le souvenir de la guerre, mais évidemment une reconstruction progressive. Et puis, beaucoup, aux 2 tiers, quand même, les États-Unis dans les années 60. Donc là, évidemment, on est avec les grosses Cadillacs, on est à Washington, on est dans l'Ouest américain. Donc, il y a un côté un peu roman de genre sur fond historique que j'aime beaucoup, qui, du coup, avec une ligne de dessin plutôt réaliste, d'ambiance. Je trouve que c'est une BD qui fonctionne bien. Alors, pour ceux qui ont lu le roman et qui ont aimé le roman, mais c'est typiquement, je trouve, gravé dans le sable, c'est le roman que généralement les hommes aiment le mieux. En tout cas, c'est souvent le roman, quand mes lectrices qui m'aiment bien, c'est le roman qu'elles offrent à leur mari pour me faire découvrir, en disant bon, voilà, il y a un peu d'histoire, on est aux États-Unis, bon, il y a un tueur à gages, il y a une histoire un peu de scandale, de procès. Bon, donc on est dans quelque chose qui a un univers un petit peu moins romantique peut-être que les autres, enfin, avec un fond historique. Et la BD rend bien ça. Donc, je trouve que pour des gens qui ne sont pas passionnés de lecture, mais qui aiment bien les BD, qui aiment bien une bonne histoire de thriller avec du rebondissement, etc., je trouve que ça fonctionne très très bien. Voilà. Oui, on est sur une forme de l'éclair. C'est vraiment la linéarité du roman est parfaitement respectée. Donc, on a les différentes époques et c'est voilà, c'est un roman qui est basé sur les faux semblants et sur les rebondissements. Un peu l'américaine, puisque c'est une histoire de procès, une histoire de secret caché avec une scénarisatrice très riche qui veut sauver l'honneur de sa famille, une veuve qui veut découvrir la vérité. Donc voilà, on est sur un récit voilà, historique. C'est bien, vous êtes aussi pour la paix des ménages. Les dames qui apprécient vos romans policiers pourront partager une BD avec leur Non, mais époux. c'est vrai que c'est amusant parce que souvent il y a cette frustration des lectrices. Ah ouais, mon mari, je suis tout le temps en train de lire et puis mon mari ne lit pas, j'aimerais lui faire découvrir pour partager. Et c'est vrai que souvent elle se dit bon, allez, gravé dans le sable, c'est peut-être sur scène. Voilà, ce sont des romans qui sont peut-être un peu moins, comme on disait, moins liés à l'enfant. C'est vrai que Maman a tort, les contes pour enfants, bon voilà, il faut aimer aussi un peu la fantasmagorie. Enfin, voilà, il faut accepter de partir dans quelque chose qui est un peu moins réaliste. Ouais. Et puis Fernandez, bon, quand même. Oui, non, mais les dessins sont vraiment chouettes. Enfin, non, je trouve que c'est vrai que c'est une BD qui. J'aime beaucoup son classicisme. Enfin, voilà, c'est une BD qui est pas prétentieuse. Enfin, je dis ça parce que on a fait Nymphéa Noire avec Fred Duval et Didier Casgrain, qui est vraiment une superbe BD, qui a eu plein de prix, qui a été nommée même pour les awards américains. Enfin, donc c'est vraiment une BD qui a eu un truc et qui est très très bien, qui reste très simple, mais qui avait un style, une patte impressionniste. Enfin, on était à Giverny, il fallait faire quelque chose d'original, et voilà. Et c'est vrai que gravé dans le sable, c'est pas que c'est pas original, mais il fallait que ce soit quelque chose qui soit un peu un vrai truc d'ambiance semi-classique. Ça servait à rien d'être expérimental. Il fallait être efficace, comme voilà, une série hollywoodienne des années 60. Enfin voilà, j'avais envie de retrouver cette ambiance-là, et c'est vrai que je trouve que c'est chouette et efficace, quoi. Voilà. Il y a une belle sobriété. On est au bord d'Hollywood, forcément, quand on parle États-Unis, années 60, traumatisme après la guerre et le débarquement, on a quelque chose qui fait pencher vers un scénario hollywoodien. Il y a une belle sobriété chez cet illustrateur qui laisse une place aussi à un petit peu s'imprégner doucement de l'histoire. Oui, je suis complètement d'accord. Oui. Ouais. Et avec en plus de très jolis décors. Enfin voilà, on est vraiment dans une ambiance
qui est très, très chouette pour ça. Ouais. Tous ces livres, hein, donc, alors bon, je sais pas où en sont les gens, est-ce qu'ils ont recommencé à aller en librairie? Il me semble. Donc, Oui, ils peuvent retourner chez De Citre ou au Furet un peu partout. Ils peuvent aussi commander leurs livres sur Internet si ils ont toujours un petit peu des craintes à aller en librairie. Puisqu'on parle de vos lectrices, Michel Bussy, il y a une question de vos lectrices, d'une de vos lectrices qui dit, mais alors, parce que là, vous avez l'air bien engagé quand même dans un projet jeunesse. À quand le prochain polar? Parce que je crois que je crois que le dernier était un ancien projet qui a été remodelé. C'était pas une nouveauté. Ah, si, le dernier, c'était Si. Soleil redouté, donc c'était une pure nouveauté. Ah, en fait, Non, c'était l'avant-dernier qui était. Ouais. ouais, c'était l'avant-dernier qui Ouais. était. Mais en fait, je me Ça suis fait lancé dans 2 ans. cette saga comment dire, ça fait maintenant 5 ans que je suis entièrement écrivain, donc plus prof, et en ayant un peu d'avance sur mes romans, de manière à pouvoir me lancer dans la saga pour ados, tout en maintenant un roman adulte par an. Ouais, vous gardez Et la donc, on cadence, a un quoi. peu décalé comment dire, le lancement de Néo, qui a été écrit depuis quelques années, que j'ai aussi écrit le tome 2, de manière à pouvoir partager mon temps et à la fois poursuivre cette saga et avoir ces romans adultes qui vont continuer de sortir. De toute façon, Il est pour quand le j'ai prochain toujours polar dit que Michel? j'aimais mes romans adultes parce que j'écris des one-shots, comme on dit, hein, c'est pas des séries. Donc, à chaque fois, c'est un univers différent, c'est une idée différente, etc. C'est parfois un twist, un exercice de style différent. Et puis, j'adore avoir un pas de côté. Alors, ça a été les contes pour enfants, ça a été un polar ésotérique. Là, c'est effectivement cette saga pour ados parce que j'ai beaucoup parlé de science-fiction aussi et je sais que c'est un récit de science-fiction là qui est sur le feu. Bon, voilà, parce que on dit, vous avez toujours du mal à comprendre l'inverse, c'est-à-dire pourquoi des écrivains se cantonnent ou sont cantonnés dans un seul et même genre, alors qu'on adore que les acteurs jouent dans des genres différents, soit comiques et dramatiques, que des réalisateurs réalisent des films très différents. Enfin, les réalisateurs que j'adore sont souvent capables de réaliser des comédies comme et même les chanteurs qui sont capables de chanter du rock et des ballades, enfin, qui ont envie de chanter l'amour et qui ont envie de chanter l'énergie. Et donc, moi, oui, j'ai envie d'écrire des romans qui soient des romans avec de l'énergie, enfin des romans rock, entre guillemets, et puis des romans qui soient beaucoup plus romantiques. Enfin, voilà. Donc, je trouve que je pense que c'est un peu le système qui fait que c'est compliqué quand on a un genre qui fonctionne, c'est tellement compartimenté l'écriture que c'est difficile de retrouver un public quand on a un. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu la chance comme ça d'avoir assez vite annoncé la couleur et tout en restant dans un genre proche, de pouvoir quand même, de ne pas être par exemple arrimé à un héros récurrent. Et voilà. Ouais. Donc ça, Mais c'est une chance. Voilà. du coup, vous répondez pas à la question, hein, c'est pour quand le Ça prochain? sera sûrement pour février, je pense. Ouais. Ok. Février-mars. Voilà. Vous pouvez en dire 2 mots Non, parce qu'en fait, là, il est entre les mains de mon éditeur parce que franchement, le boulot d'un écrivain, s'arrête pratiquement au moment où il a remis son manuscrit à l'éditeur. Et à partir de ce moment-là, vous avez toute une série de gens très compétents qui s'occupent de la couverture, du quatrième, d'un lancement, d'aller voir. Et moi, je suis après le bon soldat qui dit Michel, il faut que tu ailles dans la librairie, il faut que tu es invité à telle émission, etc. Il faut que tu ailles parler de ton livre, donc j'y vais bien volontiers. Mais quelque part, cette stratégie m'échappe, ou en tout cas, je fais confiance, parce que c'est plus mon métier, et puis il y a des enjeux qui sont financiers, qui sont. Voilà. Donc, du coup, vous en direz là, c'est absolument vrai rien. que clairement, à chaque fois, je réponds ça, mais mon éditeur a sans doute déjà prévu le moment où il allait diffuser le titre, s'il allait le donner d'abord à des commerciaux, d'abord à des journalistes, d'abord à des libraires. Bon, et honnêtement, j'ai pas envie de m'encombrer la tête avec ça non plus, puisque j'écris. Donc, je suis très content qu'il y en ait Non, qui mais le nous, on fassent voulait à ma juste, place. nous, on Et voulait juste, donc, voilà, ça. Et c'est même nous, pas une stratégie, c'est-à-dire que je me dis que comment dire, enfin, c'est très agréable d'avoir une équipe qui s'occupe d'un bébé comme mon roman. Et du coup, c'est aussi très confortable de pouvoir se dire
voilà, le manuscrit, il est parti. Maintenant, je ne fais plus qu'obéir, entre guillemets, ou je ne fais plus que, comment dire, être en, comment dire, à répondre à des mails en disant, bah voilà, tiens, on va diffuser le titre, Michel, est-ce que tu peux dire 2 mots, ou est-ce qu'on va t'interroger sur le titre, maintenant tu peux le dire. Voilà, ça m'évite de... Voilà, je Nous, suis déjà sur autre chose. je trouve que vous noyez bien le poisson, hein, mais Ouais, mais c'est nous, vrai, nous, mais comment nous, on dire? voulait juste un petit détail, quoi, quelque Ouais, chose ouais, pour ouais, tous mais ces gens qui attendent. comment dire? C'est compliqué parce que je veux pas couper l'herbe sous le pied de, comment dire? Par exemple, je prends un autre exemple. Bon, voilà, aujourd'hui, on est à fond sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis très peu, pas directement, mais évidemment, voilà, les communautés, etc. Donc, on me tient informé, je fais des vidéos, mais enfin, il y a des gens dont c'est le métier d'alimenter tout ça et voilà, d'entretenir. Donc, il est évident que quand il y a un nouveau roman qui sort, on me demande des photos, on me demande des anecdotes, on me demande des éléments, etc. Et puis moi, je donne tout ça bien volontiers. Puis après, voilà, il y a un community manager, enfin des gens qui gèrent l'information. Et alors c'est vrai que je pense qu'il y a des écrivains qui le font en direct, Alors mais on vient pour de nous, dire, rien, on vient de quoi. dire tout à l'heure, voilà, j'aime bien écrire un roman, 2 romans par an, peut-être plus. Donc le temps que je consacre pas directement en direct avec les réseaux sociaux me permet de passer ce temps-là à écrire. Parce qu'évidemment, c'est très chronophage d'être, quand on écrit un chapitre, de dire ah mes lecteurs, regardez, je suis content aujourd'hui, je vais finir un nouveau chapitre, et puis etc. C'est très agréable, mais c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, quoi. Voilà, Donc, je préfère. donc, Voilà. pour, donc pour nous, rien. Non, Euh, désolé. mais Il faut aller voir mon éditeur, hein, peut-être qu'il donnera des vies. Hein. parce que février, c'est proche, là, Ouais, c'est tout la proche. rumeur aurait pu commencer à gonfler. Ouais. Peut-être qu'ils vont le faire, je sais pas. Ouais. Je vais le voir demain, normalement, non, après-demain. Donc, Ok. Bon, Michel Bussy, merci beaucoup. merci. Et à bientôt, j'espère, À bientôt, en vrai. portez-vous bien, retournez en librairie, il n'y a plus de danger, et voilà, et profitez bien des fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, au Merci revoir, beaucoup. Au et à revoir. bientôt dans le Nord. Merci.